Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Ce soir, on va manger du lion. Ce soir, on va les bouffer. Les supporters de Coville dans les starting blocks à quelques minutes maintenant du coup d'envoi de leur première finale de Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais. Un match auquel se préparent déjà depuis plusieurs semaines de nombreux aficionados du camp normand, comme Moustache à 55 ans. Ce fervent supporter rêve de ramener la coupe à la maison. Et vous voyez, j'ai déjà mis le rebond. Et je suis très ému parce que je pense que ils vont le faire. J'en suis sûr. Une Coupe de France que le club lyonnais espère bien décrocher ce soir, n'en déplaise aux jaunes et noirs. Les joueurs de Rémi Garde n'ont qu'un objectif, décrocher un 5e titre dans cette épreuve, remportée la première fois en 1964. Les vainqueurs de la Coupe sont arrivés cet après-midi par le Mistral à la gare de Perrache et Lyon était là. En 1964, la gare de Lyon-Pardieu n'était pas née, mais le Petit Prince de Gerland, si. Fleury Dinalo, le capitaine, porte la première Coupe de France de l'OL, gagnée contre Bordeaux au stade de Colombes par 2-0, grâce à 2 buts d'un footballeur argentin, Nestor Combin. 3 ans plus tard, au stade de Colombes, le Petit Prince est fêté par le général. Au micro, Thierry Roland. Ce sont les dernières minutes où les Sochaliens complètement KO vont encaisser un 3e et dernier but marqué, c'était son tour, par le capitaine Fleury Dinalo qui à bout portant vient battre encore une fois l'infortuné Manolios. Sochaux est battu, Lyon remporte la Coupe du cinquantenaire. En 1973, Fleury Dinalo a pris des couleurs et il partage désormais sa gloire avec 2 autres purs lyonnais, Raymond Domenech et Bernard Lacombe, auteur contre Nantes au Parc des Princes d'un second but décisif qui sera très commenté. Car, avant de frapper du pied, Bernard avait peut-être un peu joué de la main. On peut également se demander comment Lacombe a-t-il fait pour freiner un ballon qui fusait littéralement. En tous les cas, le point sera accordé. 35 ans plus tard au Stade de France, le but inscrit en prolongation par Sidney Govou contre le PSG est indiscutable. L'OL tient son premier doublé Coupe Championnat et Jean-Michel Aulas, enfin, sa première Coupe de France. Derrière ces masques des 2 finalistes de l'élection présidentielle, sur une place de Lille aujourd'hui, des militants de Greenpeace. Je sais pas, moi j'ai pas bien compris ce qui se passait, j'ai juste compris que c'était un truc pour le nucléaire, ouais c'est marrant. Les manifestants ont interpellé publiquement les 2 candidats pour les mettre devant leurs lacunes en matière de nucléaire. L'association écologiste déplore que le sujet soit absent du débat. On veut juste sensibiliser les gens pour leur dire voilà, votre prochain président, quel qu'il soit, est soit dans le déni total, soit dans le flou total. Cette manifestation intervient 2 jours exactement après le 26e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. À une semaine du 2e tour de l'élection présidentielle, les notaires sont débordés. Il faut dire que le programme du candidat en tête des sondages et des pronostics de victoire prévoit une baisse de l'abattement fiscal pour les successions et surtout pour les donations du vivant. La loi risque de changer après les présidentielles et risque d'être beaucoup moins favorable à ces donations. Alors par précaution, j'ai avancé de quelques mois ma décision. On n'a pas de droit de donation à payer. Le plafond des abattements prévu depuis janvier 2011 à 159 000 € passerait à 100 000 € en cas de victoire de François Hollande. Alors y a-t-il lieu de s'inquiéter ainsi? Élément de réponse à Lyon et dans sa région. Toute feutrée qu'elle soit, les études notariales bruissent depuis le début de l'année d'une interrogation pressante. Qu'adviendra-t-il de nos successions après le 6 mai? Chez ce notaire de Villeurbanne, le téléphone sonne 2 fois plus qu'avant. Alors on ne peut pas parler d'un rush. Je dois dire que nous sommes consultés de façon beaucoup plus importante sur ces questions de donation, de succession, puisque bien évidemment, d'une part, je crois que les Français ont pris conscience que la situation financière de notre pays et de la planète en général était difficile. Et puis il y a les annonces également des candidats aux élections présidentielles. En effet, en cas de président socialiste, panique, la fiscalité sur les donations pourrait bien être alourdie. Du coup, certains se pressent de transmettre leurs biens à leurs descendants. C'est monsieur et madame tout le monde. Ça ne concerne pas que ceux qui ont un large patrimoine. Je crois que ceux qui ont un patrimoine très important se sont déjà posé la question avant.
Attention toutefois de ne pas céder à la précipitation. Une loi de finances ne se vote pas du jour au lendemain et les professionnels conseillent de prendre le temps de la réflexion. L'aubaine fiscale ne doit pas se transformer en regrets éternels. Donner, c'est donner. Donc si je le donne, je ne pourrai pas le reprendre. Aujourd'hui, par exemple, je vais donner un bien, notamment un bien immobilier, par exemple ma résidence principale, sous couvert d'une aubaine fiscale. Et puis dans 3, 4, 5, 6, 7 ans, 8 ans, 10 ans, je serai malheureusement obligé de la revendre. Eh bien, si je l'ai donnée, ne serait-ce qu'en nue propriété, par exemple, je serai obligé d'avoir l'accord de mes enfants. Quel que soit le résultat au soir du second tour, les conseils en patrimoine ont tout prévu. Fiscalité maintenue ou modifiée, une batterie de placements attend votre argent. Les magasins Coop en Alsace, c'est une véritable institution. Aujourd'hui, ces magasins de proximité sont menacés, avec eux leurs employés et le réseau d'agriculteurs qui les fournit. Un grand pique-nique de soutien est annoncé demain sur la principale place de Strasbourg. Avant les simples citoyens, ce sont aujourd'hui les élus qui se sont mobilisés. André Roche se présente comme un paysan libre. Il vend ses légumes directement aux consommateurs sous forme de panier et s'en sort plutôt bien. La grande distribution, il s'y est frotté il y a une bonne dizaine d'années. Il fallait faire de l'intensif, du calibré, et son expérience avec l'enseigne Leclerc lui laisse un goût amer. Plus une centrale d'achat est puissante, plus elle s'oriente sur le marché mondial. Au début, ils veulent jouer la carte locale pour avoir une bonne image de marque, mais après, il faut quand même, en termes de prix, s'aligner sur le prix national, donc, ou même international. Donc, à un moment donné, vous ne vous y retrouvez plus du tout, quoi. La COP, aujourd'hui, est dans une situation très difficile. Quel avenir pour Coop Alsace? Le réseau sera-t-il démantelé? Quelles en seraient alors les conséquences? Bien des questions pour une société en pleine mutation. Leclerc reprend en main les 7 hypermarchés de la région. Casino pourrait se charger de l'approvisionnement des magasins de proximité et les agriculteurs sont de plus en plus inquiets. On navigue les yeux fermés, nos productions arrivent, il y a une stratégie commerciale qui est en place dans le temps, elle n'existe plus, elle va voler en éclats, les acheteurs ils ne savent plus quoi acheter, comment acheter, les directeurs de magasins, les directeurs de rayons c'est pareil, donc tout le monde ne sait plus quoi faire, et nous on est fournisseurs et on a nos productions qui arrivent, et qu'est-ce qu'on va faire de ces produits? Est-ce qu'on va les livrer à Leclerc? Est-ce qu'on va les livrer à Casino? Acheter à proximité pour vendre à proximité, ce modèle est aujourd'hui potentiellement menacé par les pratiques d'achat des grands groupes. Une quarantaine de producteurs alsaciens sont directement concernés, tout comme l'abattoir de Strasbourg. Coop est son plus gros client. La foire de Paris vient d'ouvrir ses portes. C'est parti pour 12 jours de shopping et d'innovation. Près de 700 000 visiteurs sont attendus dans les allées jusqu'au 8 mai. L'occasion pour de nombreux consommateurs de découvrir les dernières nouveautés, notamment en matière d'électroménager. En lançant l'idée d'une foire à Paris il y a 108 ans, le bijoutier Sandoz ne se doutait pas des bons technologiques qui seraient franchis en un siècle. Prenez par exemple cette cuisinière en fonte, presque comme celle de nos grands-mères. Eh bien, figurez-vous que non contente de s'allumer aussi rapidement qu'une cuisinière classique, elle a également la faculté d'être commandée de loin depuis nos ordinateurs de poche. Avant de rentrer à la maison, on branche ton fourneau à distance, on arrive à la maison, c'est prêt, on enfourne le rôti, on enfourne les légumes et toute la petite famille est à table dans la demi-heure qui suit. Le jury de l'innovation décerne chaque année ses prix selon 3 critères. La performance technologique, le respect de l'environnement ou le design. Ont ainsi été récompensées aujourd'hui ces façades pour hôtes de cuisine ou encore ce lave-linge qui recycle la dernière eau de rinçage, soit une économie d'eau d'environ 2000 litres par an. C'est important à la fois pour un appareil d'être fonctionnel et puis d'être beau, quoi. Donc je trouve que c'est important. Donc moi je vais m'attacher un petit peu sur ce critère-là. Et l'environnement aussi c'est important, mais bon c'est aussi, je suis un petit peu mitigée parce que je trouve que ça peut aussi être des critères marketing. Dans cette tendance à mettre la cuisine dans le salon, les artistes s'invitent aussi chez vous. Jérôme Ménager, peintre urbain, a par exemple customisé ce frigidaire ultramoderne qui sera vendu aux enchères au profit d'une association caritative. Une vente aux enchères de bons crus de nos vignobles est chose courante, mais une telle adjudication organisée à Hong Kong, c'est plus rare. Il faut dire que les riches chinois, de plus en plus nombreux, avouent un penchant pour les bonnes bouteilles, moins parfois pour le goût du vin que pour l'investissement qu'il représente. À 75 ans, Charles n'hésite pas à se hisser sur une caisse pour atteindre son trésor. Des grands crus dont la valeur avoisine les milliers d'euros. Cheval blanc, ça c'est... Combien vaut une bouteille comme celle-ci? Plus de 1000 € à l'achat.
1200, 1300 € à l'achat minimum. Le vin, une passion pour ce chef cuisinier, un investissement aussi. Me disait un client, une fois que j'avais fait remarquer le prix de la bouteille, il m'a dit, Charles, ça ne représente même pas les 0,00% de la vente du contrat qu'on signe. Voilà, comment on vend ces grands vins. L'autre méthode pour écouler des grands crus, une vente aux enchères. Maître Labarbe, commissaire-priseur à Toulouse, en organise une le mois prochain à Hong Kong, en Chine. Des Romanée Conti, des Pommards pour les Bourgognes, des Pétrus, des Cheval Blanc, entre autres pour les Bordeaux. En tout, plus de 7500 bouteilles. On espère effectivement être entre 1,5 million et 2,5 millions. Voilà. Maintenant, il y a des bouteilles qui peuvent atteindre des prix que l'on ne soupçonne pas nous-mêmes aujourd'hui. Il y a certains magnums qui pourraient faire, on va dire, entre 3 000 et 30 000 € la bouteille. La Chine est l'Eldorado du vin, le seul pays où le marché se maintient encore. Cette vente est organisée uniquement à partir de bouteilles de particuliers. Le marché est beaucoup plus porteur qu'en France, enfin ou en Europe, et on pense réaliser entre 20 et 30% de plus-value pour nos clients, qui est plus possible à l'heure actuelle sur le marché français et européen, puisqu'ils n'achètent plus grand-chose en ce moment, quoi. Donc pour les particuliers, tous nos vendeurs sont des particuliers, donc ils veulent nous confier des vins parce qu'ils pensent qu'on va les vendre beaucoup plus cher là-bas. Et les Français ont le vent en poupe chez les Chinois qui ne craignent rien de plus que les contrefaçons de grands vins. Asiatique toujours, mais japonais cette fois. Les touristes venus en France du pays du soleil levant sont prêts à toute découverte forcément exotique pour eux. C'est le cas de ce coin de Normandie joliment nommé La Bouille. Les commerçants ont dû se mettre à la langue de Mishima pour accueillir comme il se doit les quarts de visiteurs. Le soleil levant, les cerisiers japonais en fleurs. Pas de doute, nous sommes en bord de Seine à La Bouille. Il est 8h30, un car parisien pointe son nez. À bord, 40 touristes venus tout droit du Japon. Ils ont roulé 1h30 depuis Paris. Une pause s'impose. La Bouille, un village étape pour ces touristes depuis 4 ans. Le rallye photo est lancé avant de rejoindre les commerces du village, interpellés par des mots qu'ils connaissent bien. Karakuchi. Kamakuchi, c'est le cidre doux. Et Karakuchi, c'est le cidre brut. Voilà. Et vous avez appris le japonais du coup? Sur le tas, on apprend, on s'adapte et on est un petit peu frayant aussi d'apprendre. À 2 pas d'ici, la crêperie, à l'heure de pointe. Ici aussi, on s'est converti au japonais. On a traduit ce qu'on leur propose bien sûr en japonais pour faciliter les choses. Et puis moi je m'y suis mis par la force des choses. Comment on dit crêpe? Là vous me posez une petite colle. Je ne sais pas du tout crêpe, je les entends dire crêpe donc je n'ai jamais cherché à traduire vraiment. Au Japon aussi nous avons des crêpes, mais ici c'est bien meilleur. En même temps, c'est produit ici en Normandie. Durant cette courte escale d'une heure, ces Nippons profitent aussi de la douceur de vivre à la normande. Au Japon, nous travaillons beaucoup, c'est un autre rythme. Ici, on fait une pause, ça fait du bien. J'ai hâte de voir le Mont Saint-Michel. Je suis très contente de ma visite dans ce petit village qu'on ne connaissait pas. La visite des Japonais représente jusqu'à 10% du chiffre d'affaires des commerçants. La municipalité projette de dépasser le cap des 20 000 touristes. Pour notre groupe, il est déjà l'heure de partir. Direction le Mont Saint-Michel, un site que les Japonais ne sauraient manquer. Et au Mont-Saint-Michel, ces Japonais devront, comme les autres, marcher. Depuis aujourd'hui, les voitures, les cars et même les 2 roues n'ont plus accès aux abords du célèbre rocher. Il faut rejoindre à pied les navettes gratuites à 800 mètres du parking obligatoire à 8,50 € la journée. Un nouvel aménagement qui libère le site de la pression automobile. Elle nuisait à la majesté du lieu et à sa spiritualité. Cacher ce nu que je ne saurais voir, à Bressuire, dans les Deux-Sèvres, l'affiche du salon de peinture de la ville a été retirée des panneaux municipaux représentant une femme totalement dévêtue. Le maire a préféré ne pas exposer au public ce nu artistique. Carré blanc pour les panneaux lumineux de Bressuire. Sur 4 mètres par 3, l'exposition Aristide Caillot a eu droit à 2 belles images, quand le salon de peinture, lui, est sur fond noir. En cause, l'affiche de cette année qui reproduit l'œuvre lauréate du prix de la ville de l'an dernier. Cette belle de papier, dont l'original est à l'abri dans le bureau du maire. Dans un bureau, oui, mais en face de l'église, non. De telles œuvres reconnues par la collectivité, puisque c'est le prix obtenu l'an dernier, eh bien, on leur place dans des musées, dans des espaces d'exposition, mais pas obligatoirement sur la voie publique.
D'accord. Selon vous, ça peut créer un trouble? Chez certains, oui. Chez moi, non. Mais chez certains, en plus, chez nous, les églises sont encore fréquentées, moins qu'il y a quelques années. Mais un tel panneau à la sortie de l'église, c'était pas ça frisait quelquefois. Ça pourrait être interprété comme de la provocation. Mais dans cette prudence municipale, certains voient une certaine forme de censure et l'émoi provoqué n'est pas celui qu'on attendait. D'autant plus que l'affiche est visible sur les vitrines des commerçants et que le nu n'attend plus après les artistes pour s'afficher dans l'espace public. Tout le monde connaît le dessin, la peinture, des œuvres de Degas, de Lautrec. Tout le monde est habitué au nu en dessin et en peinture. Et on est d'autant plus habitué qu'on a l'habitude de voir des nus féminins sublimés quelquefois de manière un petit peu plus suggestive en photo, hein, dans les magazines, à la télévision et au cinéma. Donc voilà, je trouve ça un peu amusant, quoi. Mais on va dire un petit peu ridicule, quoi. La polémique aura tout de même le mérite de faire parler de cette 33e édition du Salon du Grenier sur le thème du détournement du radeau de la Méduse. Alors cette fois-ci, pas de quoi faire scandale. Tout de suite, votre édition des initiatives.